bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints pour la première conférence sur la série des webinaires. Donc aujourd'hui, on va accueillir Dr Bérubé qui va nous parler de la médecine du mode de vie, une discipline émergente centrée sur le patient. Dr Bérubé, je sais pas si je vais vous laisser vous présenter peut-être en quelques minutes et puis ensuite on pourra commencer avec la présentation. Aucun problème. Donc, merci beaucoup d'être ici avec nous qui sont en direct ce soir. Puis, je sais que la présentation va être disponible aussi pour ceux qui n'ont pas pu se libérer. Donc, je m'appelle Dr Bérubé, je suis médecin de famille je travaille à Ottawa. Donc, je fais partie d'une clinique de santé familiale communautaire. Je travaille aussi à la Cité collégiale, à la clinique médicale là-bas. Puis, j'ai des privilèges à l'hôpital Montfort. Entre autres, je suis aussi chargée de cours pour le département de médecine familiale à l'Université d'Ottawa, puis j'ai quelques postes comme directrice de stage. Donc, j'ai plusieurs chapeaux. Un de mes nouveaux chapeaux, c'est mon intérêt justement pour la médecine du mode de vie. Donc, sans plus tarder, je pense qu'on va commencer la présentation, si ça va, Camille. Oui, je vais juste vous demander si vous avez des questions, de les écrire dans le chat, comme ça, Dr Bérubé pourra y répondre à la fin. Et puis également, on va mettre le lien pour l'évaluation de la séance à la toute fin, donc vous pouvez remplir l'évaluation à la fin de la présentation. Excellent. Donc, je ne vais pas vraiment prendre connaissance du chat pendant la présentation, mais c'est ça, même si vous voulez garder vos questions pour la toute fin, ça va aussi si vous avez peur qu'elles se perdent, mais on va avoir un petit peu de temps pour discuter à la fin. Donc, je vais partager mon écran. On y va tout doucement. Donc, voilà. Je vais juste enlever ça ici. Est-ce que vous voyez bien? Ça va? OK. Bon, alors, commençons. La médecine du mode de vie. Donc, on y va. J'ai déjà dit merci beaucoup d'être là. Donc, pour ceux qui ont pris le temps pour les affaires francophones, de m'avoir invité aussi à partager cette discipline qui, selon moi, est très, très intéressante et passionnante. Donc, premièrement, je n'ai aucun conflit d'intérêt à signaler ce soir. Puis, on va passer en revue les objectifs. Donc, en premier lieu, on va définir la médecine du mode de vie, aussi mieux connue sous l'appellation Lifestyle Medicine. Puis, on va mettre en valeur son approche. On va explorer les 6 piliers d'un mode de vie sain. Puis, on va aussi découvrir l'approche en médecine du mode de vie qui inclut l'entrevue motivationnelle, puis le rôle du médecin coach. Avant de commencer, j'aimerais remercier profondément 2 collègues, donc Dr Simon Faneuf puis Dr Marie-Noëlle Lord, qui sont les 2 premiers médecins certifiés en médecine du mode de vie au Québec, puis ont gentiment accepté de me partager certaines de leurs ressources. Donc, vous allez les voir citées sur certaines diapositives. Merci encore. Donc, premièrement, c'est quoi la médecine du mode de vie? Si vous en avez jamais entendu parler, c'est normal. C'est une discipline médicale qui est relativement nouvelle, qui est émergente. Puis, à la base, c'est une approche qui est fondée sur les preuves, donc sur les études scientifiques rigoureuses ou mieux connues sous evidence-based. Ce qu'on cherche à faire en médecine du mode de vie, c'est qu'on cherche à modifier les habitudes de vie des patients. Puis, il y a une façon un petit peu différente de le faire. Donc, c'est une approche de médecin coach ou de professionnel de la santé qui agit comme coach. Puis, l'idée, c'est d'amener des changements dans le comportement de nos patients à des seuils ou des niveaux thérapeutiques. Donc, non seulement la prévention, mais aussi pour traiter les maladies chroniques. L'objectif, si possible, c'est la rémission. Donc, d'où vient la médecine du mode de vie? La médecine du mode de vie, c'est une discipline qui est née aux États-Unis avec le American College of Lifestyle Medicine qui a été fondé en 2004. Donc, ça fait un certain temps. Puis, depuis ce temps-là, il y a vraiment eu une croissance exponentielle. Puis, il y a plus que 26 organisations internationales. Et maintenant, il y a une certification par le American Board of Lifestyle Medicine ou le International Board of Lifestyle Medicine. Puis, cette certification-là, elle est offerte depuis 2017.
Donc, il y a un intérêt croissant au Canada pour la médecine du mode de vie, ce qui est super encourageant. C'est aussi possible de faire, il y a des programmes qui sont accrédités, des résidences qui peuvent mener à la certification en médecine du mode de vie, particulièrement aux États-Unis. Puis il y a un intérêt pour ça aussi au Canada. Donc, c'est pour qui ce genre de formation? Une formation comme ce soir, une formation en médecine du mode de vie ou lifestyle medicine. Mais c'est pour les médecins et les professionnels de la santé. Les médecins qui s'intéressent habituellement, c'est en soins primaires, en pédiatrie, en médecine interne ou d'autres spécialités. C'est pour ceux qui cherchent à améliorer les soins qui sont donnés aux patients, qui cherchent à diminuer le fardeau des maladies chroniques, puis aussi qui veulent une approche qui fonctionne pour changer le comportement des patients. Une petite parenthèse ici, la médecine du mode de vie, ce n'est pas la même chose que la médecine préventive, ce n'est pas la médecine fonctionnelle ou la médecine intégrative, c'est vraiment une discipline qui est complètement à part. Donc, des petits problèmes techniques. Bon, pourquoi la médecine du mode de vie? Donc, pour comprendre la médecine du mode de vie, il faut comprendre puis apprécier le fardeau des maladies chroniques dans notre société actuelle, qui est un fardeau quand même assez énorme. L'Organisation mondiale de la santé estime que près des 2/3 des maladies chroniques sont causées par notre style de vie. Donc, ce n'est pas banal. Ici au Canada, 3/4 des adultes, puis 90%, la majorité, grande majorité des enfants, ne respectent pas les directives canadiennes en matière d'activité physique. Donc, on est une société extrêmement sédentaire. 60% des Canadiens qui ont plus que 12 ans ne vont pas atteindre les cibles alimentaires, qui se réduisent, dans le fond, à 5 portions de fruits et légumes par jour. 1/4 de nos patients, des adultes canadiens, souffrent d'hypertension. Okay? Puis, pour la prévalence du cancer, bien, ici, ce soir, 1 sur 2,3 d'entre nous allons recevoir un diagnostic du cancer au cours de notre vie. C'est la principale cause de mortalité au Canada. Puis, à l'exception du cancer du poumon, quand on y pense, on voit un peu le cancer comme une malchance. Par contre, il existe plusieurs facteurs de risque modifiables qu'on va aborder ce soir. Si on parle de maladie cardiaque, ici au Canada, c'est la 2e cause de mortalité. C'est la première cause de mortalité aux États-Unis. Ici, c'est la première cause d'hospitalisation, on le voit dans nos hôpitaux, et la première cause d'années de vie perdues. Pour le diabète, c'est de plus en plus prévalent. On le voit dans nos pratiques aussi. En 2000-2001, 4,7% de la population était diabétique. En 2017-2018, 8,1% de la population est diabétique. Fait qu'à chaque année, la prévalence du diabète augmente de 3,3%. On en diagnostique de plus en plus. Selon le site canada.ca, quand on parle de la gestion du diabète, on nous parle des facteurs de risque modifiables. Donc, c'est bien connu. L'obésité, le surpoids, le prédiabète, l'inactivité physique, l'alimentation malsaine. Puis, bien que la génétique a un rôle à jouer, il y a plusieurs facteurs de risque modifiables sur lesquels on peut agir. Puis, en ce qui a trait au traitement, la gestion du mode de vie, ça fait partie des traitements. Donc, on peut miser sur cet aspect-là aussi. Donc, si on regarde les 10 premières causes de mortalité au Canada en 2020, la question à se poser, c'est combien de ces maladies pourraient être prévenues ou dont le cours pourrait être altéré avec une prise en charge qui est plus rigoureuse des habitudes de vie du patient. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui ne peuvent pas être modifiées, mais il y a plusieurs de ces causes-là sur lesquelles on pourrait avoir un impact. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 80% des morts prématurées sont secondaires à 3 facteurs: le tabac, la pauvre diète, puis l'inactivité physique. Ma question pour vous ce soir, c'est qu'en revanche, quelle proportion de notre formation professionnelle puis de nos efforts professionnels sont axés sur les habitudes de vie de nos patients? Je pense qu'on connaît la réponse. Donc, j'aime beaucoup ce visuel-là pour illustrer l'état de nos soins de santé.
Donc, on a 2 professionnels de la santé en avant-plan qui travaillent vraiment fort pour éponger l'eau qui coule, qui déborde, donc pour soigner les dégâts de la maladie des patients. Mais à l'arrière, le robinet qui coule à flot, ce qu'il représente, dans le fond, c'est les facteurs modifiables qui rendent nos patients malades, leurs habitudes de vie. Fait que la médecine du mode de vie, dans le fond, cherche justement à réduire le débit du robinet ou de fermer le robinet. Donc, pourquoi la médecine du mode de vie? Donc, on est de plus en plus malade. Toutes les tendances relatives à la santé sont en voie de détérioration, à l'exception du tabagisme, ici au Canada. Puis nos systèmes de santé, ils sont sous pression. Le fardeau des maladies chroniques au Canada puis partout dans le monde dépasse les capacités de nos systèmes de santé. Alors, la question à se poser, c'est est-ce qu'il faut repenser à notre approche actuelle? Puis j'espère peut-être que votre réponse à la fin de la présentation va être un oui. Donc, passons à notre deuxième objectif, les 6 piliers du mode de vie sain. Donc, en médecine du mode de vie, on nous propose 6 piliers qui sont à la base de la santé. Donc, on a l'alimentation, le sommeil, l'exercice, la gestion des substances, la gestion du stress, la connexion sociale. Donc, parlons d'alimentation. Donc, pour commencer, j'aimerais adresser un peu la nature des aliments qu'on consomme. Donc, c'est important de parler de qualité, puis de bien identifier la différence entre un aliment entier, comme une pomme entière, puis un aliment qui est ultra transformé, comme le jus de pomme, les bonbons à saveur de pomme, etc. Donc, ici, évidemment, on mise les aliments qui sont entiers pour la santé. D'autres exemples d'aliments ultra transformés qu'on voit ici, la malbouffe, les jus, crème glacée, etc. Certains aliments qui sont ultra transformés comme imitation. Aussi, il faut parler de la diète standard américaine. Donc, qu'est-ce qu'on mange en Amérique du Nord? Je pense que ça va vous décevoir. Donc, des études ont été effectuées pour voir ce que les Américains tout particulièrement consommaient. Puis, 63% de l'alimentation, de ce qui est mangé, ce sont les aliments transformés, les huiles, les gras, les sucres raffinés, les grains raffinés. On a 25% qui viennent des produits animaliers comme la viande, les produits laitiers, les œufs, poissons, fruits de mer. Puis, malheureusement, il y a seulement 12% de nos calories totales qui viennent de sources végétales. Puis de ça, la moitié, c'est des aliments très transformés comme du ketchup, des bonbons, etc. Et seulement un 6% total de nos apports quotidiens viennent des aliments comme les fruits, les légumes, les légumineuses, les noix, les graines entiers. Donc, parlons maintenant d'alimentation végétale peu transformée. Puis la raison pour laquelle il faut aborder le sujet, c'est que c'est le standard alimentaire qui est préconisé par l'ACLM, par le American College of Lifestyle Medicine. Donc, l'alimentation végétale peu transformée, mieux connue en anglais sous le Whole Food Plant-Based ou l'alimentation à base de plantes, c'est essentiellement un régime qui est axé sur les aliments entiers qui sont sains et qui ne sont pas transformés et qui viennent des végétaux. Donc, en abondance, on mange les fruits, les légumes, les grains entiers, légumineuses, les graines, les noix. Puis, on fait des choix de protéines végétales plutôt qu'animales. Ainsi, on évite les gras saturés, on les minimise, on évite complètement le cholestérol alimentaire. Et vraiment, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente beaucoup les fibres, les phytonutriments, les vitamines, les minéraux. Peut-être que ça a l'air familier, mais c'est très, très proche du nouveau guide alimentaire canadien qui est paru en 2019. Puis, ce qui est bien avec ce guide alimentaire-là, c'est qu'il est vraiment fondé sur les preuves. Donc, le Bureau de la politique et de la promotion de la santé de Santé Canada n'ont pas rencontré les représentants des industries des aliments et des boissons pour la première fois
dans l'histoire du guide alimentaire. Donc, on s'est retrouvé avec cette belle assiette, moitié fruits et légumes, un quart aliments protéinés, puis un quart grains entiers. Le guide alimentaire canadien aussi préconise les aliments protéinés à base de végétaux. Puis ce qu'ils nous disent, c'est manger plus souvent des aliments protéinés d'origine végétale. Ceux-ci peuvent vous fournir plus de fibres et moins de gras saturés que les autres types d'aliments protéinés. Puis cela peut être bénéfique pour la santé de votre cœur. Donc, une alimentation végétale peu transformée, c'est en lien avec les recommandations canadiennes. Quand le guide alimentaire est paru, Cœur et AVC Canada ont applaudi la décision du nouveau guide alimentaire. Puis, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ici au Canada, les facteurs liés à l'alimentation constituent le principal risque de mortalité. Donc, ce n'est pas banal. Donc, pourquoi l'alimentation végétale peu transformée? Donc, il y a plusieurs chercheurs qui sont attardés sur la littérature scientifique en matière d'alimentation. Puis, ils sont venus à la conclusion que c'est un type d'alimentation qui est associé avec plusieurs bienfaits. Donc, pour voir quelques définitions ici, il faut différencier un petit peu l'alimentation végétale peu transformée avec les autres types de végétarisme. On voit qu'avec la VPT, aucun aliment transformé est permis, tandis que les autres types de végétarisme sont moins clairs à ce sujet-là. On voit que selon le type de végétarisme qui est préconisé, on a soit une réduction de tous les types de produits animaliers ou une exclusion de certains produits animaliers. En termes de maladies cardiovasculaires, ce que les grandes études nous démontrent, c'est que le végétarisme et la réduction complète des produits animaliers a plusieurs bénéfices. Okay? Une réduction des maladies cardiovasculaires, une réduction du risque de mortalité quand on a plus de fruits et de fibres. Puis ça, c'était de même aussi pour les cancers. Quand on compare la diète méditerranéenne avec le standard du American Heart Association, on voit aussi des bienfaits dans la réduction des risques de maladies cardiovasculaires, des décès cardiovasculaires, des infarctus du myocarde. Puis, si on met tête à tête là, la diète végétalienne, la diète méditerranéenne, on voit qu'il y a plus de perte de poids dans la diète végétalienne, un meilleur contrôle du profil lipidique, mais que les bénéfices sur la tension artérielle sont identiques. Donc, si on les met un petit peu en ordre, on peut voir que l'alimentation végétale peu transformée est très, très riche en végétaux, faible en gras. Puis ici, on voit une progression là, en termes de la qualité de la diète. Pour ceux qui ne connaissent pas Dr. Junot, je vous recommande de faire une petite recherche à son sujet. Il travaille au niveau de l'Institut de cardiologie de Montréal. Puis tout récemment, là, je vous présente un article qui est paru le 13 septembre 2022 pour nous parler du lien, un petit peu de la raison pour laquelle on préconise les aliments protéinés de source végétale. Donc, les études ont démontré que quand on consomme de la viande rouge, particulièrement les deux composés, la carnitine puis la choline, notre microbiome, donc les bactéries qui nous permettent de digérer, vont produire un métabolite qui est très, très nocif pour la santé, qui est lié à un risque accru de maladies cardiovasculaires. Puis, ce métabolite-là s'appelle l'oxyde de triméthylamine ou TMAO. Donc, avec les avancées scientifiques, on peut mieux comprendre la pathophysiologie derrière ces liens-là qui sont observés. Puis, en tout cas, moi, je trouve ça très, très intéressant de comprendre le pourquoi. Donc, en termes du risque d'obésité, on voit que l'indice de masse corporelle santé est plus commun chez les gens qui consomment des diètes végétariennes par rapport aux diètes omnivores. Le risque de diabète est aussi moindre par rapport aux omnivores chez les végétariens. Particulièrement, ce bénéfice-là est présent et plus accru chez les végétaliens. Les études ont aussi démontré un lien, une réduction avec le risque de cancer. Donc, c'est vraiment intéressant.
particulièrement si on regarde les aliments. Il y a une diminution de risque du cancer avec les aliments qui sont à base végétale, puis un lien inverse avec les viandes rouges, les viandes transformées et bien sûr l'obésité. Alors, les associations du cancer internationales et nationales nous préviennent déjà. Les viandes transformées sont cancérigènes au même titre que le tabac et que l'asbestos, donc dans la catégorie 1 des agents cancérigènes. Puis la viande rouge, tant qu'à elle, est dans la catégorie 2A, donc l'évidence démontre qu'elle cause probablement le cancer. Donc, on est déjà au courant, nos associations nous avisent déjà de cela. Un autre article vraiment intéressant qui est paru là, sur le site de l'Institut de cardiologie de Montréal, qui parle du lien entre les aliments ultra transformés et la démence. Donc, on pense rarement à la démence comme une maladie chronique, mais il faut la mettre dans le même bateau que les autres qu'on a mentionnés aujourd'hui. Donc, si on regarde un peu l'objectif en termes du pilier d'alimentation, c'est vraiment de s'éloigner de la diète standard américaine, le SAD, puis d'aller vers l'alimentation végétale peu transformée. Donc, on veut encourager nos patients à augmenter la quantité de légumes, de fruits, de légumineuses, de grains entiers qu'ils consomment, augmenter les fibres, puis réduire les gras saturés qu'ils consomment. Donc, ici, ce qui est important, c'est que chaque geste vers cette étoile du Nord, c'est un geste, c'est un pas dans la bonne direction. Okay. Parlons maintenant de notre deuxième pilier du mode de vie sain, le sommeil. Donc, intuitivement, on reconnaît l'importance du sommeil. C'est une fonction biologique de base. On sait qu'un manque de sommeil, donc de moins de 6 à 8 heures par nuit, ça augmente la mortalité. Ça a aussi des effets sur l'appétit. Ça augmente l'appétit, augmente le risque d'obésité. Puis, pour ceux qui dorment trop peu et trop, donc moins de 5 heures ou plus que 9 heures par nuit, on augmente le risque de diabète fois 2,5 fois, 2,5 fois plus élevé, puis on augmente aussi le risque des troubles cardiaques. La réponse immunitaire est moins bonne, la mémoire, l'humeur, le temps de réaction, on n'est pas surpris. Il y a une corrélation avec l'anxiété, l'abus de substances, puis les tentatives de suicide. Le sommeil et les interventions en sommeil, ça fait partie de l'approche de la médecine du mode de vie, puis ça pourrait faire l'objet d'une présentation entière. Donc, en médecine du mode de vie, on ne parle pas seulement d'hygiène du sommeil, qui est très importante, mais aussi il y a des interventions spécialisées comme la thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie, puis aussi d'explorer l'impact des autres piliers sur le sommeil. Donc, notre troisième pilier, l'activité physique. Donc, les recommandations canadiennes en matière d'activité physique, on les connaît bien, un minimum de 150 minutes par semaine pour les adultes. Puis pour les enfants, c'est 60 minutes par jour d'activité modérée à intense. Donc, d'où vient ce chiffre? Donc, ce chiffre vient d'une étude qui a été faite sur le risque relatif de décès chez la population, puis ils ont vu qu'à ce seuil-là, le risque de décès était moindre. Donc, c'est le chiffre qu'on nous donne. La sédentarité est associée avec un risque de mortalité accru. Donc, pour chaque heure que vous passez de plus devant votre téléviseur, votre risque par jour, votre risque de mortalité de toute cause augmente de 11 %. Les bienfaits de l'exercice sont bien connus, sont bien recherchés, on n'en doute pas. Une diminution de la mortalité, de la morbidité, on diminue le risque du cancer, on diminue le risque de diabète, diminue l'hypertension, le risque de démence, de déclin cognitif. On améliore le sommeil, de là le lien entre les divers piliers, les symptômes dépressifs, l'anxiété, on augmente nos fonctions exécutives, on trouve qu'on a une meilleure qualité de vie quand on bouge, la santé des os, le risque de chute qui diminue, et j'en passe. Il y a une étude très intéressante qui était une méta-analyse qui voulait voir qu'est-ce qui est supérieur entre l'exercice et la médication. Puis, ils ont vu qu'après les AVC, l'exercice était mieux que l'anticoagulation et les antiplaquettaires.
Puis, en prévention secondaire pour la maladie coronarienne et le prédiabète, l'exercice et les médicaments semblaient être équivalents dans cette revue. Puis, pour les syndromes coronariens aigus, comme les crises cardiaques, l'exercice était mieux que le stent à 12 mois. Donc, ce n'est pas négligeable. Parlons maintenant de la gestion des substances. Donc, il y a des substances qui sont à éviter, le tabac, l'alcool, les drogues, certains médicaments. Pour le tabagisme, je pense qu'ici, on peut se féliciter. On a fait des grands efforts dans les changements de comportement, dans la cessation tabagique, puis la prévalence du tabagisme a beaucoup diminué dans les derniers 50 ans. Maintenant, on fait face au vapotage qui est de plus en plus commun. L'alcool. Donc, pour revoir un peu l'alcool, il faut revoir la définition d'une consommation. Donc, on voit ici la quantité de bière, de vin, puis d'alcool distillé qui représente une consommation. Puis, à la 2022, les recommandations ont changé. Pour ceux qui ne sont pas au courant, auparavant, ce qu'on recommandait à nos patients, c'était un maximum de 15 consommations par jour pour les hommes, 10 pour les femmes. Ça a changé et ça a beaucoup changé. Nos patients vont être très, très surpris de l'apprendre. Mais dans le fond, si on veut aucun risque avec l'alcool, ben, il faut boire aucune consommation. Si on est prêt à accepter un risque faible, c'est de 1 à 2 consommations. On se retrouve dans la catégorie de risque modéré de 3 à 6 consommations et plus de 7, les risques sont exponentiels. Donc, quand on est dans la catégorie de 3 à 6 consommations, le risque de développer certains cancers, comme le cancer du sein ou du côlon, augmente. Et au-delà de cette valeur, on voit qu'il y a un risque accru de maladie du cœur, d'AVC. Donc, les recommandations changent, puis c'est la beauté de la médecine qui est basée sur les preuves, c'est qu'il faut évoluer. Les recommandations alimentaires évoluent, les recommandations en matière d'alcool évoluent, puis nous, notre responsabilité, c'est d'informer nos patients, entre autres. Pour la gestion du stress. Le stress, on le connaît bien. Il y a des effets très néfastes. Il augmente notre risque cardiovasculaire, la tension artérielle, les troubles gastro-intestinaux, une diminution dans la cognition, dans les apprentissages, la réponse immunitaire. On augmente les troubles de l'humeur, les troubles anxieux, plusieurs effets néfastes. On peut gérer le stress avec plusieurs méthodes, méditation, techniques de respiration, relaxation, étirement, exercice, etc. Les bienfaits de bien gérer le stress sont connus, sont étudiés, puis ils sont nombreux. On diminue le risque du cancer, des événements cardiaques, on améliore le contrôle des glycémies, la tension artérielle, on améliore les troubles anxieux, les troubles dépressifs, le sommeil, le système immunitaire, j'en passe. Donc, plusieurs avantages avec une bonne gestion du stress. Bon, maintenant, le dernier pilier, le pilier de la connexion sociale. Donc, souvent, on sous-estime l'impact qu'a l'isolement puis le retrait social sur la santé des gens. Les gens qui sont isolés dorment moins bien, ont un système immunitaire qui est moins fort, ils ont des risques accrus de maladies coronariennes. Puis, ce qui est intéressant, c'est que l'isolement augmente le risque de mortalité similairement au tabagisme. Donc, le risque chez les gens isolés versus chez les fumeurs semblerait être équivalent. Donc, ce n'est pas banal. Ici, on voit que la solitude, l'isolement social, puis même juste le fait de vivre seul, ça augmente le risque de décès prématuré. Donc, la médecine du mode de vie, est-ce que ça marche? Voilà la question du jour. Donc, il y a plusieurs pionniers qui ont fait des recherches sur les habitudes de vie, puis les changements d'habitudes de vie et leur effet sur la santé des patients. Donc, la discipline est basée sur les preuves. Ainsi, il y a plusieurs études scientifiques là, en matière de la discipline.
Particulièrement, on va parler d'un médecin américain qui s'appelle Dr. Dean Ornish, qui est cardiologue et chercheur en Californie. Puis ce qu'il a fait, c'est qu'il a développé un programme de réhabilitation cardiaque qui est maintenant couvert par Medicare puis plusieurs compagnies d'assurance. Donc, dans son programme, il y a 4 volets qui sont en lien avec les piliers en médecine du mode de vie, donc l'alimentation, la méditation, l'exercice et la connexion. Pour l'alimentation, ce qu'il préconise, c'est principalement une alimentation à base végétale, sans huile ajoutée, petite quantité de noix, puis des produits laitiers qui sont sans gras, donc très, très faibles en gras saturés. Donc, ils proposent un programme de 9 semaines, 18 sessions de 4 heures. Puis, ce qu'ils ont vu, c'est qu'il y avait vraiment une réduction importante des coûts associés à la gestion des maladies chroniques. Puis, ça a beaucoup intéressé les assureurs. Donc, c'est pour ça que c'est couvert. Entre autres, l'autre chose qui a surpris, c'est que les patients étaient intéressés. L'observance était très, très élevée chez les patients. Donc, dans le programme comme tel, l'observance était de 91 %. Puis, après 1 an, donc, les gens étaient engagés, c'était près de 88 %. Les études qui ont découlé de ça, on a entre autres le Lifestyle Heart Trial, qui était une étude randomisée avec 2 petits groupes, un groupe témoin, puis un groupe dans le programme là, de médecine du mode de vie de Dr. Ornish. Puis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des angiographies pour regarder la sténose coronarienne, une lecture à l'aveugle, au jour 1 an plus tard et 5 ans plus tard. Les résultats ont vraiment surpris les chercheurs. Donc, ils ont vu qu'il y avait une diminution de la sténose chez les gens qui ont fait partie du programme. Donc, de 7,9 % versus une augmentation de 27,7 % chez le groupe contrôle là, qui avait reçu les soins standards. Donc, c'est quand même une différence importante. Puis, il y avait aussi des bienfaits sur le niveau de cholestérol, puis les épisodes d'angine. Dr. Ornish a aussi fait une étude sur le cancer de la prostate avec des résultats qui sont aussi impressionnants. Donc, le groupe témoin avec les soins standards à 1 an avait une augmentation du PSA, puis le groupe en médecine du mode de vie avait une diminution du PSA, puis la compliance était excellente. Une autre étude intéressante, c'était une étude randomisée avec un plus grand nombre de patients prédiabétiques, puis il y avait 3 groupes. Le groupe placebo, le groupe traitement metformin, puis le groupe avec intervention en médecine du mode de vie, donc une alimentation végétale peu transformée, 150 minutes d'exercice par semaine. Donc, le but, c'était de voir quel patient allait devenir diabétique. Le suivi en moyenne, c'était de 2,8 ans. Donc, ici, on voit que le groupe qui avait eu l'intervention en médecine du mode de vie passait moins du prédiabète au diabète que le groupe placebo ou même le groupe sous metformin. Un autre programme intéressant en intervention en mode de vie, puis un programme qui a été énormément étudié partout dans le monde, c'est le CHIP, le Complete Health Improvement Program. Puis, on peut être fier, ça a débuté au Canada. Puis, ce programme-là consiste en visite de groupe qui mise vraiment sur le changement de comportement. Les études ont vu des améliorations dans l'indice de masse corporelle, la pression, le cholestérol, les glycémies. Puis, justement, là, je vous ai mis un petit logo il y a une clinique à Kelowna, en Colombie-Britannique, qui utilise ce modèle-là. Puis, il y en a une aussi à Montréal. Donc, avec toutes ces belles connaissances, comment je vais m'y prendre pour convaincre mes patients? Donc, voilà la question piège. En médecine du mode de vie, on vise le changement de comportement, mais ça n'a rien à voir avec le fait de tenter de convaincre nos patients. Donc, ici, ce n'est pas seulement une question de transfert de connaissances, mais il faut guider, conseiller, puis appuyer nos patients. On a des stratégies clés pour le faire. Donc, parlons maintenant du 3e objectif, qui pourrait d'ailleurs faire l'objet d'une présentation entière. Alors, on fera un petit survol ce soir ensemble. Donc, l'approche en médecine du mode de vie, c'est une approche qui est différente. Puis, je vais passer à travers de quelques petits principes de base. Premièrement, le rôle du médecin, je vous en ai glissé un mot au début, là, il est différent. Donc, on connaît bien en médecine le rôle de l'expert médical qui
a la responsabilité sur ses épaules, qui est en position d'autorité, qui va éduquer le patient, qui a son agenda, qui cherche vraiment toujours à résoudre le problème. Puis, l'expert médical a absolument sa place. Donc, dans certains contextes, en soins aigus, aux urgences, aux soins intensifs, on veut absolument que le médecin expert prenne en charge la situation. Par contre, dans d'autres circonstances, dans la gestion des maladies chroniques, le médecin coach, c'est une approche à préconiser. Le patient est responsable, on est partenaire avec lui. Nous, on facilite les échanges, on suit l'agenda du patient, on l'aide à trouver des solutions, on collabore, puis le patient doit travailler aussi fort, probablement plus fort que nous. Donc, le rôle du médecin. Donc, le médecin influence ses patients par ce qu'il fait, par ce qu'il dit, par comment il est. Donc, il y a des études qui ont démontré que plus notre relation est bonne avec nos patients, plus les impacts sont grands, puis plus l'observance est bonne. Donc, ils ont vu des impacts sur l'hypertension, le glucose, le niveau fonctionnel. Puis, les patients des médecins qui avaient un grand taux d'empathie avaient aussi un meilleur taux de contrôle de l'HbA1c, puis un meilleur contrôle du LDL. Très intéressant. On peut partager aussi nos expériences personnelles pour favoriser le discours avec les patients. Donc, pour revenir un peu aux différences, la médecine conventionnelle versus la médecine du mode de vie. Bien, en médecine du mode de vie, c'est excellent pour la gestion des maladies chroniques. On cherche à traiter la cause sous-jacente des maladies. On pense à notre robinet avec nos piliers. Le patient est très actif, puis est responsable de sa santé. Puis, c'est le patient qui doit faire des changements importants. C'est un traitement de longue haleine, d'une vie à long terme. Puis, les médicaments ont absolument leur place, mais ce sont des ajouts au changement des habitudes de vie. Le patient est au cœur des décisions. Fait que ça, c'est super important. C'est le patient qui conduit la voiture, puis nous, on est copilote. C'est le patient qui est responsabilisé. Puis, dans la mesure du possible, pour les meilleurs taux de réussite, il faut impliquer la famille. Donc, quelques outils, certains qui seront peut-être nouveaux, puis d'autres que vous connaissez sûrement bien. Donc, commençons par nos fameux stades du changement. Donc, en médecine, on les connaît assez bien, surtout puisqu'ils ont été développés pour guider nos patients dans la cessation tabagique. C'est super important là, dans les changements de comportement de cibler le stade du changement de notre patient. Donc, on commence par une question très simple. Que pensez-vous de l'idée de réduire votre consommation d'alcool, par exemple? Donc, pour le patient qui est en pré-contemplation, il va nous dire « J'ai pas de problème, je veux pas changer, je vois pas de désavantage à mon comportement. » Quand on est en contemplation, il y a une certaine ambivalence. Oui, je reconnais que j'ai peu à peu des difficultés qui sont associées à ce comportement-là, au fait de boire l'alcool, mais je ne suis pas prêt à m'engager ou à changer. En préparation, on reconnaît, le patient, il reconnaît qu'il y a un problème, il veut modifier son comportement, il est en train de planifier comment il va s'y prendre. Dans l'action, le patient est en train de changer. Okay? Puis, en maintien, c'est une question de consolidation des changements, puis aussi, ça fait au moins 6 mois que le patient est en action. Il reste vigilant face à ce qui pourrait le faire rechuter. Puis, on a le stade de rechute qui peut, dans le fond, s'insérer à n'importe quel moment. Donc, à chaque stade, on essaie de faire passer notre patient à la prochaine étape. En pré-contemplation, on va le conscientiser, on va peut-être semer le doute. En contemplation, on va parler des avantages, sortir les désavantages du comportement, puis essayer de faire pencher la balance décisionnelle. En préparation, on aide à déterminer les pas, on est en train de faire des prescriptions pour le changement, des objectifs pour le patient. Dans le mode action, on aide à ajuster le plan aux besoins.
Puis en maintien, bien, on est dans les stratégies de prévention, puis on identifie les situations à risque. Donc, l'entrevue motivationnelle, bien, c'est une méthode de counseling qui est vraiment centrée sur la personne, sur le patient, pour aborder le problème de l'ambivalence face au changement. Fait que ça, c'est surtout en pré-contemplation puis en contemplation qu'on l'utilise. Donc, on y va avec des questions ouvertes, des affirmations qui vont accentuer les forces, des réflexions, des sommaires récapitulatifs. Donc, que pensez-vous de diminuer votre alcool? Qu'est-ce que ça vous apporterait d'être plus actif? On veut vraiment alimenter la discussion. La thérapie cognitivo-comportementale aussi peut être utilisée comme outil, puis particulièrement en préparation, en action et en maintien. Donc, ici, on cherche à résoudre des problèmes. On veut identifier puis restructurer les distorsions cognitives communes. Donc, des fois, les patients vont avoir vraiment une pensée qui est dichotomique, tout ou rien. J'échoue toujours tout ce que j'entreprends ou je sais que je vais finir par lâcher. Donc, on peut les aider à restructurer puis à les préparer au changement. La psychologie positive aussi peut être utilisée dans tous les stades. On cherche vraiment à augmenter la confiance des patients. On met l'emphase sur leur habileté, leur succès, les accomplissements, puis on solidifie l'autonomie. Donc, par exemple, on peut avoir un patient qui va nous dire « Oh, je fais de l'activité physique depuis 3 mois, puis je n'ai pas perdu de poids. » Notre réponse, comme médecin coach, comme professionnel de la santé coach, c'est de dire « Wow, tu fais de l'activité physique depuis 3 mois. Comment te sens-tu? As-tu remarqué des bienfaits? Parle-moi des bienfaits. Qu'est-ce que ça a apporté à ta vie? » Donc, on mise sur les succès. Donc, une bonne façon de cerner rapidement la préparation au changement, puis de guider nos interventions de coach, c'est d'utiliser cette approche-là qui est à 3 étapes. Pour ceux qui ont eu le privilège d'entendre parler de Dr. Jacques Bédard, c'est un interniste associé avec l'Université de Sherbrooke. Il est super dynamique, donc vous pouvez lire un petit peu plus à son sujet. Lui, il nous parle, fait que la première étape, c'est de cerner le stade. Donc, que pensez-vous de changer X? Par la suite, on y va avec la conviction, l'importance que le patient apporte à ce changement de comportement dans sa vie. Donc, par exemple, si vous changez X, qu'est-ce que ça vous apporterait de bon? Puis, plus que les raisons sont ancrées dans les valeurs puis qui ont une forte résonance émotionnelle pour le patient, plus il y a des hautes chances de réussir. Donc, on peut demander à quel point c'est important pour vous de changer ce comportement-là. Puis pour augmenter la conviction, on peut poser des questions comme quels seraient les avantages? Comment imaginez-vous une vie où vous êtes plus actif, où vous mangez mieux? Pour évaluer la confiance, il faut demander aux patients, pensez-vous être en mesure de le faire? Donc, si je vous donne cet objectif aujourd'hui, cette prescription de changement de comportement, d'une échelle de 0 à 10, à quel point pensez-vous réussir? Donc, pour augmenter la confiance, on peut parler des stratégies puis des barrières avec eux. Donc, si notre patient a peu de conviction et peu de confiance, on dit qu'il est ignorant et cynique. Mais s'il y a peu de confiance puis beaucoup de conviction, comme je sais que je devrais arrêter de fumer, mais je pense vraiment pas réussir, bien là, on est en frustration. Si on a beaucoup de conviction puis beaucoup de confiance, c'est là qu'on est en mode action. C'est ce qu'on veut. Donc, les objectifs SMART, on en a déjà entendu parler, la plupart d'entre nous. Il faut que les objectifs qu'on fixe avec les patients, qu'ils se fixent, il faut qu'ils soient spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et fixés dans le temps. Donc, ce ne serait pas SMART de dire « je vais courir à tous les jours ». Il faudrait plutôt préciser « je vais courir pendant 10 minutes, 3 fois par semaine, pour 2 semaines, ensuite augmenter de 5 minutes par semaine » ou quelque chose du genre. Puis ensuite, quand on établit un objectif SMART, on peut évaluer la confiance. Donc, sur une échelle de 1 à 10, penses-tu réussir cet objectif-là? Si c'est 7 sur 10 ou plus, il y a des très bonnes chances de réussite. Sinon, il faut peut-être ajuster pour qu'il soit plus atteignable.
La prescription FIT aussi est préconisée en lifestyle medicine. Donc, on veut ici écrire une prescription avec le patient qui indique la fréquence, l'intensité, le temps et le type. Donc, par exemple, on va revoir des petits exemples dans les différents piliers. Fait que pour l'activité physique, on pourrait dire qu'avec le patient qui vont faire du vélo stationnaire de faible intensité, 4 fois par semaine, 10 minutes le matin et le soir. Pour l'alimentation, par exemple, il pourrait dire, je vais manger plus de légumes, avec des exemples précis. Au souper, je vais ajouter 2 portions, puis ça à tous les jours. Pour la gestion du stress, par exemple, on pourrait parler de méditation avec un focus sur la respiration. Ce serait un type de relaxation profonde pendant 10 minutes, 5 fois par semaine, pour quelqu'un qui a peut-être déjà fait de la méditation. Puis, au niveau de la connexion sociale, un repas en famille ou avec des amis pour une durée de 30 minutes, 1 fois par semaine. On peut aussi parler d'un plan d'action qui est beaucoup plus détaillé. Puis, plus on est détaillé, plus on parle de support, de barrières, de solutions, plus les chances de réussite sont bonnes. Les visites médicales de groupe, je vais en parler brièvement, mais c'est des rendez-vous médicaux qui sont partagés. Puis, il y a de l'évidence qu'il y a beaucoup de bienfaits. Ça augmente l'accessibilité, la satisfaction du patient et du médecin, l'observance, ça diminue les taux d'hospitalisation. Donc, et ça permet des suivis qui sont fréquents. Il ne faut pas oublier non plus l'équipe multidisciplinaire. Dans un monde idéal, on traiterait les patients avec des maladies chroniques avec une équipe multi. Puis, plusieurs des programmes, comme le programme de Dr. Ornish ou le CHIP, c'est ce qu'ils font. Bon. Donc, en conclusion, la médecine du mode de vie nous offre une solution qui est quand même assez intéressante, qui est ancrée dans l'évidence scientifique, puis qui évolue avec cette évidence scientifique-là. C'est efficace, l'observance est excellente, puis les patients sont vraiment intéressés. Il y a des réductions des coûts à long terme pour notre système de santé, puis moi, je dirais même qu'il y a des effets secondaires positifs. Donc, ma vision à moi, ce serait un système de santé, dans le fond, qui priorise la santé, donc qui forme les professionnels de la santé en matière de prévention réelle, qui subventionnerait davantage des programmes efficaces et prouvés comme le CHIP, puis dans le fond, qui nous permettrait aussi de travailler en équipe multidisciplinaire. Donc, je vais vous faire part de quelques ressources pour ceux qui veulent en apprendre davantage. Vous pouvez prendre des captures d'écran ou revoir la présentation plus tard. Donc, il y a quelques documentaires qu'on peut recommander aux patients ou que je vous invite à visionner vous-même. Il y en a qui sont disponibles en ligne ou sur d'autres plateformes de visionnement. Il y a une panoplie de livres, là, pour en nommer que quelques-uns. On a ici le livre de Dr. Junot, Un cœur pour la vie. On a des livres de Dr. Ornish et j'en passe. Donc, vous pouvez faire une petite capture d'écran. Pour ceux qui sont plus auditifs, il y a aussi des podcasts qui sont très intéressants. Ressources par site web, on voit particulièrement l'Observatoire Prévention, qui a beaucoup d'articles, de revues d'articles scientifiques qui sont très, très pertinentes. Puis, d'autres sites, dont le site de la CLM, American College of Lifestyle Medicine, qui parle des piliers, qui offre beaucoup de ressources pour ceux qui sont intéressés à pousser un petit peu. Puis, évidemment, si vous avez des questions, vous voulez qu'on discute, vous voulez en entendre parler davantage, n'hésitez pas à me lancer un courriel à mon adresse courriel. Donc, c'est ça. Je vais arrêter le partage d'écran, puis si jamais il y a des questions. Merci, Dr. Berube. Il y a une question dans le chat qui demande, la médecine familiale n'a-t-elle pas le même objectif? C'est une très bonne question. Je ne sais pas, là, la question était là à 7h35. Je ne sais pas si la personne en question veut répondre à sa propre question. C'est sûr qu'en médecine familiale, oui, on a le même objectif. On utilise l'entrevue motivationnelle. Est-ce qu'on l'utilise au même degré qu'en médecine du mode de vie?
Selon moi, la réponse est non, mais l'idéal serait que les médecins de famille soient formés en entrevue motivationnelle avec les principes de la médecine du mode de vie pour pouvoir guider leurs patients. L'autre question, est-ce qu'on peut avoir accès à la présentation? Donc, il va y avoir un enregistrement là, si vous voulez revenir là, sur certaines composantes de la présentation. Donc, est-ce que l'enregistrement va être diffusé, Camille? L'enregistrement va être disponible sur notre chaîne YouTube d'ici une semaine environ. OK. Puis, si vous avez des trucs particuliers là, où vous pouvez toujours m'envoyer aussi un courriel. Donc, je peux mettre mon courriel aussi dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a des mains levées. Je vous inviterai à ouvrir votre micro et même votre caméra pour poser vos questions. On a une question de Catherine Allen. Oui, bonjour. C'est une présentation vraiment bien été. J'appréciais tous les contents. J'ai récemment lu 2 livres qui est super. Une s'appelle The Obesity Code, Dr. Fung, une médecine pour les reins à Toronto. Et l'autre, c'est Burnout. Et les 2 livres ont beaucoup de les mêmes topics que tu as présenté pendant ta présentation. C'est vraiment bien. Merci beaucoup. Merci pour les commentaires. Est-ce que Burnout, ça parle du cycle du stress, hein? Oui, c'est vraiment un bon livre, ça, j'ai beaucoup apprécié. Oui, c'est excellent. Et The Obesity Code, c'est bien aussi parce que se parle de l'augmentation de l'insuline et augmentation de cortisol et le même facteur pour augmenter les poids. C'est vraiment intéressant. Merci. Merci. Je vois une autre main ici d'Adrienne. Oui, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Adrienne Junick. J'ai une pratique en fait en médecine intégrative et fonctionnelle. Mes patients sont probablement un petit peu différents comparés à les vôtres. Mais je voulais juste demander à propos de la structure de votre pratique. Est-ce que vous pratiquez surtout en médecine familiale? Avez-vous une pratique de consultation en mode de vie? Faites-vous des visites individuelles en groupe? Et comment vous pratiquez ça du côté financièrement? Est-ce que c'est couvert par OHIP avec les conseils? C'est ça. Fait que c'est pas mal différent là, pour tous les médecins qui pratiquent. Moi, j'ai une pratique personnellement de médecine du mode de vie, puis j'essaie d'intégrer, pas de médecine du mode de vie, en médecine familiale, puis j'essaie d'intégrer les principes de la médecine du mode de vie dans ma pratique de médecine familiale. Il y a certains médecins au Canada qui prennent des consultations en médecine du mode de vie, en lifestyle medicine. Il y a une clinique à Ottawa auquel vous pouvez référer qui s'appelle Aroga. Puis, il y a des médecins là il y a des médecins internes, des gens qui sont spécialisés en médecine familiale aussi qui prennent des consultations. Dans un monde idéal, on utilise les visites de groupe. C'est mon objectif ultime. Puis on pourra en reparler là, pour ceux à qui je vais parler dans le futur. Là, et les consultations individuelles. Donc, il n'y a pas c'est pas encore reconnu comme une spécialité au Canada. Il y a plusieurs médecins là, qui travaillent fort pour tenter que ce soit reconnu, mais voilà la discipline émergente. Puis, on va voir un petit peu là, où ça va mener. Dans un monde idéal, si on pouvait les gens peuvent être reconnus à titre de consultants, mais ça serait déjà bien. Donc, je ne vois pas d'autres mains. On a une question dans le chat. Oui. Donc, est-ce que la médecine du mode de vie est une partie intégrale de la médecine familiale ou est-ce une discipline qui peut se pratiquer indépendamment? Donc, je pense que ça peut être les deux. Par exemple, comme médecin de famille, on va aborder plusieurs principes de cardiologie, traiter plusieurs patients qui sont diabétiques ou qui souffrent de maladies chroniques sans être interniste. Mais pour les patients qui sont plus malades ou qui ont besoin d'une dose plus élevée là, en termes de changement d'habitude de vie, c'est là que dans un monde
idéal, on pourrait référer à un spécialiste en médecine du mode de vie ou même peut-être à des programmes si on avait accès au programme CHIP, puis là, on dirige nos patients vers ces programmes-là. Donc, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses qui pourraient être faites de ce côté-là, mais comme tel, les principes de la médecine du mode de vie, du lifestyle medicine, peuvent être intégrés, selon moi, en soins primaires. Je vois une autre petite main levée. Oui, je ne sais pas si tu me vois. OK. Je m'appelle Steve Balcou, je suis psychologue enseignant, puis j'enseigne les résidents en médecine de famille. Puis, je suis intéressé par l'idée des rendez-vous médicaux partagés. Est-ce que vous avez employé cette méthode? Puis si oui, comment vous le faites? Je connais des cliniques privées qui pouvaient faire les choses en TCC et aussi des approches avec l'entrevue motivationnelle, mais j'aimerais ça savoir vos expériences. En général, personnellement, il y a plusieurs gens en médecine du mode de vie qui utilisent les rendez-vous médicaux partagés. Je sais que dans mes objectifs, ce serait de les utiliser. Puis en général, la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a une composante information aux patients qui se fait en grand groupe. Donc, au lieu de répéter comme les principes dont on a parlé aujourd'hui, les piliers, il y a une composante où on va parler à tous les patients en même temps au sujet de l'alimentation, les principes d'exercice. Puis ensuite, l'autre composante du rendez-vous, il y a une composante 1 à 1. Donc, soit avec une infirmière, avec un médecin pour prendre les signes vitaux du patient, pour revoir les objectifs précis des patients. Puis souvent, il y a aussi une composante de partage entre les différents patients pour ceux qui veulent partager au sujet de l'évolution dans leurs objectifs personnels, puis tout ça. Il y a des codes au HIP qui existent pour la facturation des visites de groupe, mais en Ontario, là, pour ceux qui sont en Ontario, mais il faut que tous les clients aient un diagnostic particulier, puis il y a une liste. Donc, diabète, maladie cardiaque, insuffisance cardiaque, dyslipidémie sont parmi les diagnostics permis pour les visites de groupe. Donc, souvent, c'est ça le modèle qui est employé. J'espère que ça répond à votre question. Donc, parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez pas, comme j'ai dit, à me lancer un courriel si vous voulez en discuter davantage ou si vous voulez une copie des ressources. Merci beaucoup pour votre participation active là, puis pour vos questions. C'est très apprécié. Merci de compléter l'évaluation et merci beaucoup, Dr. Berube, d'avoir participé au webinaire. Mon plaisir. À la prochaine. Merci. Bonne soirée.